et catalogue des, je sais plus, des services, voilà, et logiciels. Ce qui est intéressant, c'est que sur cette page, vous avez des liens, sur, des manières de vous procurer certains, logiciels. Alors des fois à titre gratuit, des fois à titre, de tarif réduit. Et notamment, j'ai vu tout à l'heure que la suite, Office 365 pour l'éducation, bah, il semblerait que maintenant elle soit disponible gratuitement à la fois pour les enseignants et pour, les étudiants. Ce qui est nouveau puisque l'année dernière, moi je l'ai acheté, bah, pour pouvoir travailler à la maison, mais à un tarif qui était, quand même déjà pas mal réduit, hein, puisque j'ai dû payer 12 ou 13 € pour l'abonnement d'1 an. Donc là, je vous invite à, bah, pour ceux qui ont besoin de logiciels, à consulter cette page, ce qui permet éventuellement peut-être, de vous procurer d'une manière légale, des logiciels, bah, qui peuvent être intéressants ou utiles, pour la suite de vos travaux cette année. Alors je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus? Donc c'est une parenthèse avant d'aborder je dirais le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire le démarrage du projet d'électronique, du semestre 5. Où est-ce qu'on accède à l'intranet du coup? Alors comment je suis arrivé là-dessus? J'ai dû, apprendre la page, d'accueil de l'INSA, donc dû faire accueil. Alors attendez, je ne sais plus comment j'y suis arrivé moi, Il y a onglet intranet en haut à droite, oui ça marche. Ouais, ça doit être dans l'intranet en haut OK, à ça droite, marche. Ouais, vous j'ai avez trouvé. informations pour tous, voilà, et après vous descendez dans les j'étais dans les différentes rubriques, alors j'ai mis un petit moment avant de trouver le cheminement qui permet d'arriver à cette page. Bon, je pense qu'avec un peu de recherche, vous allez y arriver. Par contre, j'ai pas testé, pour savoir si c'est vraiment gratuit, hein, je vous dis l'année dernière, enfin quand je dis l'année dernière, c'était au mois de juin, mai ou juin. Comme j'ai installé une nouvelle machine à la maison, j'ai chargé Office 365, bon pour un prix que j'estime relativement faible, hein, d'une bonne dizaine d'euros, quoi, 12 ou 13 €. Il semblerait que cette année, ce soit gratuit. Alors c'est peut-être un effort que fait Microsoft vu les conditions actuelles. OK, bon, on va peut-être démarrer maintenant je vais fermer ça et ma présentation. Donc ma présentation, je vais l'ouvrir. Ça, ouais. Alors, je vous partage mon écran. Oui, il y a un chat. OK. Donc là, je vous partage ma présentation. C'était peut-être pas ça qu'il fallait que je fasse. Il valait mieux que je alors attendez, je vais le refermer. Plutôt que je partage, l'application, je crois que c'est mieux. Voilà. Bon, donc là, ça doit être bon. Tout le monde voit, la page de présentation, je pense? Oui. OK. Bon, donc là, le but, de la séance d'aujourd'hui, hein, qui devrait être assez rapide, c'est de vous présenter le projet qui commence la semaine prochaine. Donc, si on regarde l'emploi du temps, on doit avoir un groupe qui commence le projet mercredi matin et l'autre groupe, vendredi. Donc le projet de cette année, va consister, alors malheureusement, par simulation, hein, et non pas, sans pouvoir accéder à la réalisation pratique. Donc, c'est un projet qui va consister à réaliser ce qu'on appelle un débitmètre. Alors hop, donc un débitmètre, qui est un appareil qui permet de mesurer, le débit d'un fluide. Donc là, pour nous, ça va être un débit d'air, dans un tuyau dont on connaît la section.
Et pour faire cette mesure de débit, on va chercher à mesurer la vitesse du fluide, c'est-à-dire de l'air. Donc il s'agit finalement d'un anémomètre qui va être placé dans un tuyau dont on connaît la section. Alors le principe qui est retenu, c'est celui de ce qu'on appelle l'anémomètre à fil chaud. Donc le principe, c'est de prendre un fil dont le diamètre est faible, donc typiquement 1 à 10 microns, de chauffer ce fil par effet Joule, donc en l'alimentant, et d'asservir la température du fil sur une consigne. Donc il s'agit bien d'un système, on pourrait dire d'automatique, donc d'un asservissement de température d'un fil. Et il existe une loi qui nous dit que la tension qui va être nécessaire pour maintenir le fil à une température de consigne va directement dépendre du flux d'air. D'autre part, puisqu'on mesure non pas la quantité d'air, mais plutôt la vitesse de l'air, eh bien, on va pouvoir remonter à ce qui nous intéresse, donc le débit, par une relation simple. En fait, on sait que le débit Q est égal au produit de la vitesse par la section du tuyau. Alors, il existe des appareils qui permettent de réaliser ce type de mesure. Donc, par exemple, ici, j'ai un exemple de matériel, hein, donc portable, et on distingue dans la zone. Alors, je vais peut-être mettre un pointeur pour pouvoir montrer ce que je montrais. Donc ici, on a une extrémité qui contient le fil et toute la partie électronique qui est dans le boîtier. Donc ce n'est pas tout à fait cet appareil qu'on va faire, mais ça s'inspire finalement de ce type de matériel. Au niveau des applications, parmi les applications qu'on peut citer de ce type de matériel, ce sont aussi les systèmes de gestion de moteurs au niveau des moteurs thermiques, hein, donc typiquement en automobile. On retrouve notre débitmètre bien quelque part ici, donc à l'extrémité derrière le filtre à air. Donc là où le moteur thermique va admettre l'air avant de le mélanger donc par le système d'injection avec le carburant. Ce qui est important pour bien doser la quantité de carburant, c'est de connaître exactement la quantité d'air qui a été admise pour injecter exactement la quantité de carburant qui va permettre d'optimiser le mélange, ce qui permettra de réduire la pollution. Hein, donc les anciens moteurs, donc si on parle des anciennes générations de moteurs, on travaillait avec des carburateurs qui faisaient ça d'une manière complètement mécanique. Bon, les moteurs modernes, hein, depuis maintenant un certain nombre d'années, reposent sur un tas de capteurs et sur une électronique de gestion. Donc si on reprend le schéma qui est ici et qui est donc assez complexe, on retrouve par exemple un calculateur qui va centraliser toutes les informations qui viennent d'un grand nombre de capteurs. Parmi ces capteurs, on va retrouver donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire le débitmètre qui va mesurer donc la quantité d'air admise dans le moteur. Si on regarde concrètement, bien ça ressemble à ça. Donc là, j'ai pris cette photo à partir d'un site qui distribue des pièces automobiles et on reconnaît donc le tube dans lequel va pouvoir circuler le flux d'air d'admission. Et puis on a l'électronique de contrôle. Pas beaucoup, enfin, c'est trop nul. Moi j'ai trop le seum parce que. Attendez, là j'entends un bruit de fond. Je ne sais pas qui En n'a gros, pas. genre, tu vois, au début ça ressemblait, tu vois genre ce que je veux dire. Julien, ton micro est allumé. Oui, il y a quelqu'un qui devrait désactiver son micro. Merci, bah voilà, maintenant t'inquiète. Mais vous voulez pas qu'on lui envoie. Julien. Julien, ouais. Ok, bon, on va pouvoir reprendre. Donc je disais, dans ce dessin, ou sur cette photo, on reconnaît donc le tube, hein, donc qui va permettre de faire le lien entre la vitesse de l'air et le débit, et puis l'électronique de contrôle qui est intégrée dans un boîtier qu'on retrouve ici sur le côté, et avec un connecteur qui est à l'extrémité. Hein. Donc bon, ça, c'est des exemples de ce qui se fait d'une manière industrielle.
Donc nous, on va essayer d'imiter un peu ce type de système avec ce qui est accessible en termes de composants pour, je dirais, pour notre salle de travaux pratiques. Donc il n'était pas possible de se procurer des fils de platine de diamètre 1 micron ou 10 microns. Et en plus, même si on avait pu s'en procurer, c'est quelque chose qui est extrêmement fragile du fait du diamètre. Donc on a remplacé le fil par une sonde platine. Donc c'est un tout petit composant qu'on retrouve donc ici, qui possède comme caractéristique donc une résistance platine dont on connaît le comportement par rapport à la température. C'est-à-dire qu'on connaît la courbe de variation de la résistance en fonction de la température. Ce qui est intéressant, c'est que la dimension est petite. Donc il s'agit ici d'un composant dont les dimensions sont de 2 par 2,3 fois 1,1 mm. Donc il s'agit bien d'un tout petit composant. Ce petit composant a été reporté sur une carte électronique qu'on a réalisée, on pourrait dire d'une manière artisanale au niveau du département. Et on a réalisé un ensemble mécanique avec un tube PVC de 40 mm de diamètre. Et on a inséré notre carte, qu'on voit ici, en travers du tube, de telle sorte que la sonde PT100 soit traversée par le flux d'air qui va circuler dans notre tube. Le support carré qu'on voit derrière, donc le parallélépipède, en fait, supporte un ventilateur, un type ventilateur d'alimentation de PC, qui va nous permettre expérimentalement de faire varier la vitesse de l'air, donc le flux d'air qui traverse notre tube. On a une indication de la vitesse de rotation de notre ventilateur à travers une prise BNC qui nous permet de brancher la sortie, par exemple, sur un oscilloscope, ce qui va nous permettre de faire une mesure précise de la vitesse de rotation du ventilateur en fonction de la tension d'alimentation du ventilateur. Alors bien sûr, on a développé cet ensemble-là, a priori, pour pouvoir vous fournir le matériel en salle de travaux pratiques. Bon, et malheureusement, cette année, il va falloir faire avec un modèle de simulation et on n'aura pas accès, vous n'aurez pas accès malheureusement à ce type de matériel. Alors, on continue. Donc là, au niveau de la carte électronique que j'ai montré tout à l'heure, en fait, on a deux composants. On a la sonde PT100, donc qui est ici entre deux fils, et on a reporté une résistance de précision qui vaut exactement 67,18 ohms. Ce qui veut dire que dans votre réalisation ou dans votre simulation, il va falloir tenir compte de la valeur de la résistance qu'on a associée. On n'a pas le choix sur la valeur de cette résistance. Bon, alors là, il y a des choses qui ne sont pas utiles d'un point de vue pratique. Donc, on avait prévu d'entrer ces signaux par un connecteur qui est sur vos cartes de TP, donc un connecteur 22 points. Mais ce qui est important, c'est que finalement, la mesure du débit d'air va se faire par l'intermédiaire de la PT100, qu'on va chercher à chauffer donc, par effet Joule, donc en alimentant l'ensemble à travers la résistance de 67 ohms,18, pour maintenir sa température à une valeur de consigne qui est de 100 degrés C. Donc une température qui est nettement plus grande que la température de l'air ambiant. Une contrainte supplémentaire, c'est qu'on voudra que notre réalisation, donc notre système, soit alimenté avec une seule alimentation de 14 volts, ce qui en gros correspond à l'alimentation qu'on aurait sur une automobile. Donc 14 volts, c'est pratiquement les 12 volts typiques de la batterie, plus l'élévation de tension qu'on a à partir du moment où le moteur tourne et que l'alternateur recharge la batterie. Au niveau du système qu'on doit concevoir, on aura deux sorties. Donc une première sortie qu'on va nommer ES et qui va ressortir finalement la tension d'alimentation de la sonde, c'est-à-dire ce qui est matérialisé par le fil rouge de notre carte. Alors si je reviens en arrière, le fil rouge de la carte, c'est cette extrémité-là de la 67,18 ohms.
Une autre sortie de notre carte électronique, ça va être une sortie qu'on va appeler EC et qui doit pouvoir s'interfacer avec un microcontrôleur alimenté en 3 volts 3. Alors, en effet, le traitement de la tension EC doit être fait d'une manière numérique pour faire un calcul de débit en fonction de la tension qu'on va mesurer. Donc, pour faire ce type de calcul, eh bien, un microcontrôleur est parfaitement adapté. Mais pour cela, il va falloir qu'on puisse envoyer cette tension vers le convertisseur analogique numérique du microcontrôleur. Et il faut absolument que la tension qu'on présente à l'entrée du microcontrôleur soit plus petite que sa tension d'alimentation. Et il faut absolument que cette tension soit toujours positive. Donc pour un microcontrôleur alimenté en 3 volts 3, on va considérer que la sortie doit varier typiquement entre 0,5 et 2 volts 7 pour avoir un peu de marge par rapport à la dynamique du convertisseur analogue digital du microcontrôleur qui est intégré à l'intérieur. Mais on va surtout vouloir que cette tension ne dépasse jamais la tension d'alimentation du microcontrôleur, c'est-à-dire 3 volts 3. En effet, si on prend les documentations des microcontrôleurs, eh bien, la plupart du temps, on nous dira que les entrées ne doivent jamais dépasser les tensions d'alimentation sous peine de détruire l'entrée du microcontrôleur. Bon, après, on a pris un peu de marge, donc 0,5 volts de marge par rapport à la masse ou par rapport à l'alimentation, ce qui va permettre éventuellement dans l'application d'accepter des variations de température ambiante ou des courants d'air parasites qui n'étaient pas prévus au départ dans la conception du circuit. Alors, il y a une étape importante, c'est de relever la tension de sortie ES de notre dispositif en fonction du flux d'air quand le système est à l'équilibre, c'est-à-dire quand la température de la sonde PT100 a bien été maintenue à la température de consigne, donc pour nous 100 degrés C. Alors les lois de la mécanique des fluides et des échanges de température entre des fluides et des objets conduisent à ce qu'on appelle la loi de King. Et bon, vu la géométrie de notre dispositif, on va plutôt parler de loi de King modifiée. Donc on a une loi qui nous dit qu'on devrait mesurer une tension ES telle que ES au carré est égal à une constante plus une autre constante que multiplie la tension qu'on mesure, enfin ou plutôt plus, pas la tension qu'on mesure, le flux d'air qu'on a obtenu à la puissance n. Donc expérimentalement, on va faire varier la valeur de U en faisant varier la vitesse de rotation d'un ventilateur et on va mesurer la tension ES. À partir de ces mesures, on va pouvoir en déduire les 3 paramètres qui sont A, B et N. Alors cette année, vous ne pourrez pas faire les mesures expérimentales, donc on va vous donner, donc en début de TP, un tableau de mesures qu'on a nous-mêmes réalisé pour différentes valeurs de vitesse de rotation du moteur, c'est-à-dire 0, 750, 1500, 2250, 3000 et 3750 tours par minute. Des vitesses qui sont précises parce qu'on les a relevées en relevant la fréquence du signal qui est issu de la rotation du ventilateur. Et on suppose que le débit d'air est directement proportionnel à la vitesse de rotation du ventilateur. Donc à partir des données expérimentales qu'on va vous fournir, vous pourrez utiliser soit Excel, soit MATLAB pour calculer les coefficients du montage, c'est-à-dire les valeurs de A, de B et de N. Donc moi, j'ai fait un relevé et ça donne les courbes suivantes. Donc là, ça me donne les variations de ES en fonction de la vitesse de rotation, donc en fonction du flux d'air. Donc on va retrouver les différents points de mesure sur ma courbe. Et à partir de là, j'en ai déduit les paramètres qui me permettent, alors si tout était parfait, je trouverais une droite, mais bon, en pratique, j'ai quelque chose qui n'est pas parfaitement une droite, donc c'est le flux estimé en fonction de la vitesse du ventilateur, en utilisant
la loi qui est ici et les paramètres A, B et N qui sont issus des différentes mesures. Donc maintenant, si on revient plutôt sur la partie électronique, ce qu'on va vous demander, c'est de faire un développement en plusieurs étapes. La première étape étant de concevoir la partie électronique d'asservissement de la température. Donc on va chercher à maintenir la température de la sonde à une valeur constante, sachant qu'elle va être directement chauffée par effet Joule. Donc la sonde sert à la fois d'élément pour chauffer, mais aussi de moyen de mesurer la température. Pour cela, on va vous fournir un modèle de simulation qui permet de modéliser le comportement thermique et électrique de la sonde, en tout cas quand, dans le cas particulier, on n'a pas de flux d'air à traverser notre tube. Donc on vous demandera d'exploiter les mesures fournies pour, je dirais pour retrouver les paramètres de la loi de King. Donc là, c'est plutôt une problématique de calcul. Et après, on vous demandera de passer de la valeur donc, de la tension qu'on avait appelée US vers la valeur UC, qui est une valeur assimilable par un microcontrôleur alimenté en 3,3 V. Et en finale, on vous demandera de rajouter un dispositif de protection de la sortie qui garantit que la sortie ne dépasse jamais les 3,3 V. Bon, bien sûr, nous serons là pour vous guider pendant les 5 séances du projet. Alors, la sonde PT100 n'a pas de modèle fourni par le logiciel ORCAD. Donc là, j'ai développé un modèle à partir de blocs idéaux. Et à partir de là, donc, j'ai développé un schéma qui permet, entre les deux bornes, donc la borne NA et la borne GND, de modéliser le comportement de la PT100 en considérant donc les variations directement liées à l'échauffement. Donc là aussi, ce qui va être demandé, c'est pour vous, c'est de regarder comment fonctionne ce modèle. Donc ce modèle utilise des blocs dont vous pourrez trouver la documentation sur la documentation de PSpice. Donc un bloc de type ESUM, donc qui va être un générateur de tension dont la valeur dépend de la somme des deux autres tensions, donc des tensions d'entrée. Ici, on a deux tensions d'entrée, une tension de sortie. On a un bloc ZX qui est un peu particulier. C'est un bloc qui va multiplier une résistance de référence, donc que j'ai mise ici, par la tension d'entrée qu'on a ici entre l'entrée plus et l'entrée moins. Et on retrouve une résistance équivalente entre les accès 4 et 5. Enfin, j'ai un bloc ici qui est un bloc de type multiplieur, cette fois-ci, qui va faire le produit entre les deux entrées, donc l'entrée IN1 et l'entrée IN2. Donc une des deux entrées va donner une tension proportionnelle au courant qui traverse la résistance, alors que l'autre entrée va donner une tension proportionnelle à la tension aux bornes de la résistance. Quand on fait le produit des deux, on obtient une puissance qui va contribuer à l'échauffement du système et donc qui va modifier la valeur de la résistance. Donc voilà un peu comment fonctionne ce modèle, mais bon, ça demande forcément un peu plus d'analyse pour comprendre le fonctionnement. On voit aussi apparaître un composant ici, résistance condensateur, qui vont simuler la constante de temps thermique, tout simplement parce que quand on amène un peu de chaleur sur la résistance, il faut un certain temps avant que la température augmente. Donc cette constante de temps, elle est symbolisée électriquement par un couple résistance-condensateur. Enfin, le gain qui est ici va pouvoir être modifié pour tenir compte éventuellement des mesures de flux d'air. Donc là, la valeur du gain est celle qui correspond à la carte avec un flux nul, c'est-à-dire quand on ne met pas en fonctionnement le ventilateur. Alors, pour pouvoir travailler, je vais mettre rapidement à disposition un ensemble de ressources sur Moodle. Donc sur Moodle, d'abord, je vais mettre la présentation que je suis en train de faire. Je vais mettre le texte du projet.
Et après, il va y avoir des ressources de type notice des composants, par exemple APT100, le ventilateur. Un petit utilitaire de calcul qui peut être assez pratique pour trouver un couple de résistances qui nous donne un rapport précis. Alors ça, c'est intéressant si on ne veut pas multiplier le nombre de résistances dans un circuit et qu'on utilise une série de composants, par exemple la série E12. Donc ça permet d'aller trouver le rapport qui s'approche au mieux du rapport qu'on cherche à réaliser, et souvent, ça évite de multiplier, donc de mettre en parallèle ou en série les résistances pour obtenir une valeur qui n'est pas standard. Vous aurez une note d'application sur des amplificateurs opérationnels, donc éventuellement que vous pourrez regarder. Et après, quelques documents qui vont vous éclairer sur le principe de l'anémométrie à fil chaud, hein, et la mécanique des fluides. Et enfin, vous aurez un fichier au format zip qu'il va falloir que je génère et qui contient un projet d'utilisation du modèle de la sonde que je viens de présenter. Donc maintenant, en méthode de travail, ce qu'on vous recommande, c'est d'abord de bien lire le texte et de suivre les choses dans le bon ordre, en n'hésitant pas à prendre des notes au fur et à mesure de l'avancement de votre projet. Alors c'est important de prendre des notes parce que le jour où vous devez faire le rapport, ça évite de devoir refaire des simulations et ça sera plus simple si vous avez pris les notes en cours de route. Donc pour la conception, on vous demande d'utiliser la simulation. Et cette année, on n'a pas le choix pour évaluer la fonctionnalité par bloc. Donc là aussi, ce n'est pas forcément la peine de tout vouloir simuler d'un coup. Une fois qu'un bloc est fonctionnel, vous pouvez passer au bloc suivant et éventuellement rentrer au bloc suivant les tensions qui sont calculées par rapport à la simulation du bloc précédent. Donc ça veut dire décomposer le problème pour pouvoir simuler le comportement bloc par bloc et pas forcément avoir besoin de tout vouloir simuler d'un coup. Sachant que cette année, on n'a pas de manipulation sur table possible. Bon, enfin, ce qui peut être intéressant quand même, c'est de connaître ce qu'on attend de vous en termes de notation du projet. Donc ce projet va conduire à une note qui doit s'appeler E5DS3 dans notre liste de notes. Donc c'est une note qui va contribuer à votre note globale de l'unité d'enseignement électronique 1. Ce qu'on vous demande, c'est un rapport par binôme. Donc là, on parle bien des binômes qui ont été constitués pour l'électronique. Ce rapport va être à déposer sur Moodle, alors au plus tard le 25 janvier 2021. J'ai mis le 25 janvier 2021 pour que vous ne soyez pas préoccupés par ce rapport en plein pendant la semaine prévue pour les contrôles. Donc ça vous laisse encore un peu de temps après les contrôles pour finaliser votre rapport. Alors maintenant, si vous êtes capable de terminer le rapport avant, c'est pas plus mal. Donc par contre, au-delà du 25 janvier 2021 minuit, soit il ne sera plus possible de déposer le rapport sur Moodle, ou soit vous serez pénalisé au niveau de la note. Donc ce qu'on vous demande aussi, c'est de nous montrer en cours de projet le fonctionnement de vos blocs au fur et à mesure de l'avancement, ce qui va nous permettre de contrôler que ça avance correctement et éventuellement de réagir si on voit des problèmes de compréhension sur ce qu'on demande. Enfin, ce qui est demandé aussi, c'est de, si c'est possible, d'avoir une certaine originalité dans votre solution. En électronique, en général, les solutions dépendent, par exemple, de rapports de résistance. Il est rare qu'il y ait qu'un choix unique, par exemple, d'amplificateur opérationnel. Donc, il n'y a pas de raison que tout le monde ait exactement le même schéma à la fin du projet. Donc, on va prendre en compte éventuellement aussi des solutions originales pour être sûr que vous n'êtes pas en train simplement de tous faire exactement le même schéma dans le projet, ce qui réduit notablement l'intérêt du projet. Donc voilà, j'ai terminé la présentation. Donc maintenant, j'attends un peu vos questions.
Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions par rapport à tout ça? Moi, je me posais la question. Alors, c'est pas tant sur le projet, plus sur le fait que je trouve, enfin, je suis un peu dégoûté forcément de pas faire de partie vraiment manipulation. Je sais pas à quel point le S6 il est rempli. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, je sais pas, au moins nous permettre de faire un peu de manip en décalant sur le S6, au moins pour qu'on voie un peu. Je sais pas ce qui est possible à faire parce que c'est Alors, un peu frustrant de faire tout en simulation, quoi, surtout pour un projet. je suis d'accord avec vous, hein, je peux vous dire que moi aussi, là, je suis frustré aussi, hein, puisque, en plus, on a quand même préparé des manips avec du matériel, et finalement, on ne peut pas l'utiliser. Donc, oui, c'est frustrant pour tout le monde. Par contre, commencer à anticiper sur le S6 qu'on ne connaît pas, hein, on ne sait pas comment va se passer le S6 cette année. Ça, oui, mais bon. Bah oui, donc donc commencer déjà à dire on va reporter. Donc en fait, c'est pas possible, on peut pas reporter. Pas tant reporter, mais je ne sais pas ce que c'est possible après, enfin, de éventuellement avoir une ou deux séances, histoire peut-être de faire quelque chose après tout le travail qu'on ait fait. Oui, là, je suis pas forcément contre, mais il faut voir à quel moment on peut dégager des heures pour ça. C'est ça, Ou alors ce qu'on je pourrait propose cette peut-être, idée-là. Voilà, si vous ouais, pouvez en parler au sein du département. En tout cas, moi, ouais. c'est un truc que j'apprécierais, de pouvoir avoir une réalisation, au moins un minimum de concret après tout ça. Alors même si on ne sait pas, si on sera revenu, etc. Mais dans l'optique où on reviendra à l'INSA. Bah, j'espère bien que vous reviendrez quand même au cours de l'année, hein. Je suis pas super optimiste pour revenir avant le mois de janvier. On verra un peu ce que va nous dire notre Premier ministre ce soir. Bon, personnellement, oui, j'imagine plutôt un retour au mois de janvier, mais je ne sais pas. Je n'en sais pas plus que vous. Par contre, avant une réalisation en S6, il y a un deuxième projet d'électronique en S6 qui est prévu. D'accord, j'ai un deuxième cas. Maintenant, ce qui peut éventuellement être fait, c'est plutôt une démonstration. C'est-à-dire que moi, je dois avoir quelque part une carte électronique, forcément, qui correspond à ma réalisation. Ça permettrait au moins de vous montrer à quoi ça ressemble. Ouais, au moins, ouais. Donc c'est déjà ça, quoi. Oui, donc ça, c'est quelque chose qui est possible parce que ça ne demandera pas un nombre de séances élevé. Donc on peut toujours trouver un créneau pour faire plutôt une démonstration que. Parce que là, le problème, c'est que le câblage, ça prend du temps. Ouais. Souvent, on a des mauvaises surprises au cours du câblage. Il y a des choses qui se passent très bien en simulation et qui se passent beaucoup moins bien quand on les câble. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de câbler, c'est d'être confronté à ce genre de problème. Donc moi, ce que je peux vous proposer, faudrait que je note ça dans un coin, c'est que quand ça ira mieux et que tout le monde puisse revenir à l'INSA, eh bien, on fasse éventuellement une séance, peut-être par groupe, hein, parce que autrement ça fait du monde, qui montre concrètement à quoi ça ressemble. Donc ce serait plutôt un retour en S6 sur le projet de S5. Ok. Bah ouais, si vous pouvez noter ça dans un coin, moi j'apprécierais. D'accord. D'autres personnes. Faudra peut-être pas hésiter à me le rappeler, Ouais. parce que c'est le problème, hein, là, j'ai pas du tout commencé à réfléchir sur les emplois du temps de S6, puisqu'on n'a pas encore, nous, les règles du jeu. Quand je dis les règles du jeu, c'est de savoir au niveau de l'INSA comment on voit les choses pour S6. Par exemple, les créneaux de TP, normalement, en troisième année, ça devrait être le lundi matin, le jeudi après-midi et le vendredi matin. Le mercredi après-midi, pardon, et le vendredi matin. Et pour des contraintes autres, notamment d'amphithéâtre, on a été obligé de les mettre le mercredi matin, ce qui n'est pas très pratique parce que ça modifie aussi tout l'enseignement de quatrième et de cinquième année. En S6, je ne sais pas comment ça va se passer, donc quelles sont les contraintes qu'on va nous donner. Et à un moment donné, j'ai vu aussi passer un message, il me semble que c'était du directeur, qui disait qu'il faudra peut-être une deuxième semaine de partiel. Ouais. Pour les DS qui n'auraient pas pu se faire à l'avance. Alors personnellement, j'espère qu'il n'y en aura pas. C'est-à-dire, j'espère qu'on sera capable de rattraper les DS sans être obligé de faire une deuxième semaine de partiel.
Mais si on fait une deuxième semaine de partiel, je ne sais pas non plus si ça remet en cause le nombre de semaines du semestre. Parce que si on réduit le semestre d'une semaine, l'emploi du temps va être effectivement très tendu. Ouais. Bon, voilà, donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre d'une manière claire. Je comprends. Et je pense aussi que même la direction du département n'a pas plus d'informations. On doit avoir une réunion commission pédagogique qui est prévue demain. Moi, j'ai noté à 16h20. Bon, ça va être éventuellement un moment pour poser ce genre de questions. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait les réponses. Oui, bah, si vous pouvez le marquer dans un coin ou vous le gardez en tête et puis vous pourrez repenser quand il y aura plus de précision sur les 6. D'accord. Mais bon, le retour sur le projet, oui, de toute façon, j'arriverai bien à trouver un créneau. Alors, un créneau qui sera peut-être facultatif, après tout. Je dirais oui, si l'emploi du temps est déjà bien rempli, ça peut être un créneau qui est mis le jeudi après-midi, à un moment où c'est plus calme et où tout le monde n'est pas disponible. Peut-être mettre 2 créneaux pour que ça puisse couvrir à peu près tous les gens qui souhaitent le faire. Je verrais plutôt les choses comme ça, quoi. Ok, OK? merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, non, là, j'ai pas beaucoup d'écho. Dans le chat, vous avez 2 questions. Ah, OK. Alors, il faut que je regarde le chat, du coup. Il est où? Ouais, il est là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on me demande? Alors, est-ce qu'on travaillera en binôme pendant les séances? Alors, est-ce qu'on travaillera en binôme pendant les séances? Je dirais oui, mais c'est un peu... on va travailler pendant les séances probablement sur Discord, hein, si ça marche, mais pour l'instant, ça marche. Donc après, vous pouvez travailler en binôme, mais vous pouvez travailler à plusieurs. Ce qui est important, c'est que le rapport soit fait en binôme. Donc j'espère que ça répond à la question de Ambre. Alors je vois aussi qu'il y a quelqu'un qui dit que ça coupe. Je ne sais pas ce qui coupe. Est-ce que c'est vrai pour tout le monde ou est-ce que... Non, de notre côté, c'est plutôt bien. Enfin, de mon côté, en tout cas. C'est en tout début de présentation. Oui, alors après, je ne sais pas si c'est général ou si c'est local. Globalement, ça allait. Non, globalement, ça allait. Là aussi, il ne faut pas hésiter à me dire si on a des problèmes. Parce que bon, ça m'est arrivé dans une séance de TP d'avoir vraiment un très mauvais fonctionnement de Discord. Et j'ai l'impression que Discord est plus exigeant en débit, donc en débit que Zoom. Zoom a l'air d'être plus optimisé et fonctionne mieux, même si le débit de la box n'est pas parfait. Alors je dis la box ou le téléphone portable qui me sert de routeur pour avoir les données Internet. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je dirais s'il n'y a pas d'autres questions, on pourra y répondre forcément en cours de route. Alors, oui, quelqu'un me demande donc, en plus du rapport, est-ce qu'on doit préparer une présentation PowerPoint? Non, c'est pas prévu. Alors, un rapport pour les 2 binômes, oui, c'est-à-dire un rapport par binôme. Hein, donc, j'attends un rapport par binôme. Donc, forcément, dans le rapport, vous mettez le nom des 2 membres du binôme pour qu'on remarque bien que vous avez travaillé tous les 2. Donc le rapport va être déposé sur le Moodle. Il va falloir aussi, je pense, mettre un lien, enfin un endroit pour le déposer. Alors faites attention, quand on met un lien, dépôt sur Moodle, on met en général des dates limites. Et l'heure, c'est l'heure, c'est-à-dire qu'une minute après l'heure, on ne peut plus déposer le document. Bon, au pire, si vous avez un problème de Moodle au moment de déposer,
pourrez exceptionnellement m'envoyer le rapport par email. Mais pour moi, c'est beaucoup moins pratique parce que l'intérêt du Moodle, c'est que je suis sûr déjà que le rapport ne passe pas dans les indésirables et ça me permet de regrouper tous les rapports d'un coup, hein, et de les récupérer au moment de la correction. Donc ça évite de courir après les rapports. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, donc on va mettre fin à cette présentation. Et donc, comme je le disais, je vais vous mettre à disposition donc, les documents sur Moodle. Et de toute façon, on sera bien sûr là pour répondre pendant les séances. OK. Eh bien, donc, bonne fin de journée à tout le monde. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne journée.